Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors cette semaine, on s'est déplacé et délocalisé, vous reconnaissez peut-être le lieu, à Glasgow, en Écosse, où se tient la COP 26. La COP, c'est la grande conférence annuelle de négociation sur les objectifs climat au niveau international. Et celle-là est peut-être une des plus importantes depuis la COP 21 à Paris. C'est l'occasion de faire le bilan sur les engagements qui ont été pris à Paris. Vous allez voir qu'ils ont été très peu respectés. Et surtout de dresser des perspectives dans un moment où l'urgence climatique se fait plus que jamais ressentir. On a vu le rapport du GIEC cet été qui disait à quel point le changement climatique était déjà commencé. Et la perspective des 4 degrés de réchauffement climatique d'ici la fin du siècle n'était plus une piste à écarter au vu du retard qui était pris. On a vu aussi l'impact des inondations en Belgique et en Allemagne, des incendies aussi dans le sud de l'Europe. Bref, c'est dans ce contexte explosif, si je pourrais dire, sans mauvais jeu de mots, que cette nouvelle COP s'ouvre dans aussi une perspective et un grand risque d'opération de greenwashing. Cette COP, c'est un peu devenu ici la grande conférence des pollueurs, et d'ailleurs, vous les voyez peut-être pas derrière moi, mais le nom des grandes entreprises pollueurs défile, et c'est bien ce qui est marquant d'ailleurs quand on entre ici dans cette COP. Alors je vais essayer dans cette AQC de vous débriefer les coulisses des négociations, et ce qui est frappant dans ces négociations, c'est qu'il y a une image pour moi la plus forte, c'est celle juste avant la COP 26, des dirigeants du G20 qui sont réunis en Italie et qui devant la fontaine de Trévis ont jeté une pièce dans la fontaine, ce qui est une tradition qui porte chance, mais ils ont fait cet exercice et ont posté sur les réseaux sociaux pour porter chance à la COP 26, comme si résoudre l'urgence climatique, comme si résoudre la crise que nous sommes en train de vivre était une question de chance. Et c'est bien là où le bas blesse, parce que ce qui doit se passer ici n'est pas une question de chance, c'est une question politique. Je vais essayer de vous débriefer un petit peu les coulisses des enjeux des négociations ici à la COP. Vous parler aussi de comment les lobbies ont une influence sur cette COP, peut-être plus que jamais, alors qu'il y a un gouffre de plus en plus important avec les attentes citoyennes à l'extérieur de cette COP. Et puis, je vais évidemment vous parler de notre champion du climat à nous, Emmanuel Macron, dont on va essayer de faire un peu le bilan, et dresser des perspectives, nos propositions à nous, que nous sommes venus porter pour cette COP. Allez, c'est parti, générique COP 26. Alors là, on est dans la salle des négociations, là où tout se déroule. On filme au téléphone, c'est pour ça que la qualité est peut-être un peu moins bonne et on s'en excuse. J'ai pu y accéder en tant que membre du Parlement européen et c'est intéressant à suivre puisque se trouvent derrière moi en fait les représentants des 190 États qui sont membres de l'accord de Paris. 190 États qui se réunissent en fait depuis maintenant 26 ans puisque c'est la 26e édition, et ce qui est frappant d'ailleurs c'est de voir que depuis la première édition de la COP, les émissions de gaz à effet de serre ont en réalité augmenté de 60%, ce qui fait une augmentation conséquente, et on voit les limites de l'exercice de la diplomatie internationale. Les enjeux de cette COP sont assez nombreux, mais le premier c'est tout simplement un suivi des accords de Paris en 2021 qui ont été signés, dont l'objectif est d'avoir un réchauffement maximal de 2 degrés et si possible sous la barre des 1,5 degrés. Autant vous dire qu'on en est très loin puisque les États sont censés présenter à cette COP 26 leur plan de réduction nationale, et si on les ajoute et si on les met tous bout à bout, on sera en réalité dans une trajectoire de réchauffement d'au moins 2,7 degrés. 2,7 degrés, c'est aussi des conséquences dramatiques sur la montée des eaux, dérèglements climatiques. Autant vous dire qu'on est loin du compte. Et en fait, le véritable enjeu de ces négociations, c'est la dimension contraignante des engagements qui sont pris par les États, puisque c'est ici dans cette salle que notamment les chefs d'État sont venus prononcer toutes ces belles déclarations, Macron le premier, mais je reviendrai sur son cas après, qui sont en fait sans lendemain, parce que le cœur du problème c'est qu'aujourd'hui quasiment aucun des États ne respecte un accord qu'ils ont eux-mêmes signé. Si on prend les accords de Paris de la COP 21, en réalité il n'y a qu'un seul État à l'échelon international, c'est la Gambie qui respecte cet accord. L'autre enjeu de cette COP, au-delà des objectifs que doivent se fixer les États, c'est un enjeu de solidarité internationale. Là aussi, si on revient à la COP 21, tous les États s'étaient engagés à l'échelon international à financer l'adaptation
nations, des États qui font le plus face au changement climatique, même si tous les États sont concernés. Évidemment, certains États, et on pense notamment à certaines petites îles, il y a eu cette image forte du Premier ministre de Tuvalu qui a pris la parole depuis littéralement les pieds dans l'eau, et qui est une image qui résume à elle seule la montée des eaux. Donc il faut aider les États, et pour les aider, il faut des financements. Et il y avait 100 milliards d'euros qui avaient été promis par les États par an, 100 milliards d'euros qui sont traduits en réalité 5 ans plus tard. On peine même à atteindre 80 milliards d'euros, notamment face à la radinerie, il n'y a pas d'autre mot, des États les plus riches, à commencer par les États de l'Union européenne. Un autre enjeu de ces négociations, c'est qu'est-ce qu'on fait du marché. Alors il y a un article, je vous passe les détails, qui s'appelle l'article 6, mais qui fait référence au mécanisme d'échange des droits d'émission. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est est-ce qu'on peut donner un prix à la nature? Est-ce qu'on peut donner un prix à la planète? Est-ce qu'on peut donner un prix au droit de polluer? Et c'est un débat qui fait écho aussi au débat que nous avons à l'échelon européen sur le marché carbone. Et de ce point de vue-là, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point les États et les grandes entreprises ont intégré une logique de compensation. En gros, on a le droit de polluer tant qu'on paye pour compenser. Et de ce point de vue-là, il y a un truc assez frappant. Je vous reparlerai un petit peu après des lobbies, mais ce qui est absolument frappant, c'est de voir à quel point aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises et des États font des grandes déclarations pour nous dire qu'il faut à tout prix compenser les émissions, et donc ils vont s'amuser, comme Total le fait par exemple, à planter des arbres au Congo. Sauf que si on veut compenser l'ensemble des émissions dans le monde, Oxfam a calculé qu'il fallait en réalité planter des arbres sur l'ensemble des terres arables. Et vous voyez que, évidemment, on ne pourra pas prendre l'ensemble des terres arabes pour planter des arbres, et que l'enjeu, c'est comment on réduit en amont plutôt que de compenser. Et les entreprises et les États essaient de s'échapper de leurs obligations par cette logique de compensation qui est en réalité un écran de fumée, un trompe-l'œil qui masque une véritable ambition qui est pourtant indispensable, qu'il faut réduire à la base les émissions de CO2. Enfin, un dernier mot sur les énergies fossiles dont il est beaucoup question, même si ça ne fait pas directement partie des accords de Paris. Depuis, d'ailleurs, chaque année, les États du G20 depuis fin 2015, ils ont dépensé 3 fois plus d'argent public sur le pétrole, le gaz et le charbon que sur les énergies renouvelables. Ça en dit long aujourd'hui sur l'importance des énergies fossiles et le poids qu'elles ont et la priorité qu'elles ont. Alors il y a eu des grandes annonces ici faites à la COP sur l'interdiction du financement à l'étranger des énergies fossiles, et puis ça reste à l'étranger, mais beaucoup d'États financent dans leur sol directement les énergies fossiles. Et vous avez derrière moi finalement la salle où se déroule énormément de blabla et trop peu d'action, une salle où parfois peut-être les négociateurs sont trop déconnectés de la réalité. Nous, c'est ce qu'on a essayé d'emmener, la mobilisation qu'il y avait dans la rue à Glasgow, ici dans la salle des négociations, pour peser au mieux que l'on peut dans des discussions au niveau international qui finalement rejettent systématiquement la dimension contraignante qui sera pourtant indispensable, parce que le réchauffement climatique, lui, ne fera pas de choix et aura un impact sur chacun d'entre nous dans notre vie au quotidien. La COP, c'est aussi un peu devenu le Davos, une forme de grande conférence où se bousculent les plus grandes fortunes, les plus riches et les grandes entreprises. Alors on a vu Jeff Bezos et ses copains les milliardaires qui a débarqué évidemment dans un jet privé, 400 jets privés ont débarqué ici à Glasgow avec des discours là aussi en trompe-l'œil et qui masquent sûrement qu'il a pris conscience de la fragilité de notre planète dans l'espace. Quand il est parti, vous savez, avec sa petite fusée là pour le modeste coût de 75 millions de tonnes de CO2, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de ce qu'émet 1 milliard de personnes en une vie entière. Donc on avait les milliardaires qui sont venus parader, et puis on a évidemment des entreprises. Alors j'ai pas résisté à l'envie de vous montrer cette magnifique voiture de Formule 1 qui certainement va sauver la planète, mais il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'en réalité, ce qui est frappant quand on met les pieds dans cette COP, c'est à quel point les entreprises sont omniprésentes. On vous a montré le pavillon de la France, mais il y a aussi un business pavillon qui recoupe toutes les grandes entreprises, et on a aussi des sponsors de la COP. Oui, oui, tenez-vous bien, cette COP est organisée avec l'aide et le soutien financier d'entreprises qui évidemment demandent des contreparties.
Alors quand on regarde, c'est un petit concours du greenwashing. Je vais vous en donner juste quelques-unes. On a par exemple JP Morgan. JP Morgan, pour vous donner une idée, c'est une banque qui a investi 317 milliards de dollars dans les énergies fossiles depuis l'accord de Paris. Ça valait bien quelques millions de plus pour aller se redorer la pilule verte ici à la COP. On a aussi des entreprises comme Microsoft, qui n'est autre que le partenaire le plus important du gaz et du pétrole, qui dépense chaque année 5 millions de dollars en lobby à Bruxelles, 5 millions à Washington. On a Google, qui avait promis d'atteindre la neutralité carbone en 2007, c'était il y a près de 15 ans, mais qui a émis depuis 20 millions de tonnes de carbone, ce qui est l'équivalent de 10 millions de voitures qui roulent pendant toute une année. Et puis on a aussi Unilever. Alors c'est une de mes préférées, Unilever, vous ne le connaissez peut-être pas, mais ils font en gros plein de chaînes assez connues de nourriture. Ils produisent quasiment la moitié de la nourriture que vous achetez empaquetée en supermarché. Et ils ont donc été classés en 2021 comme le 3e plus grand pollueur plastique au monde, derrière Coca et derrière PepsiCo. Et voilà, ces entreprises, c'est celles qu'on voit ici. On voit leur petit logo défiler à la Wall Street, dans la salle d'action et puis à l'entrée de la COP. Et tout ça, je vous le disais, ça vient pas de nulle part. Parce que en réalité, si ces entreprises dépensent de l'argent pour sponsoriser, c'est bien pour avoir un accès privilégié aux négociations, en plus de faire du greenwashing. Et je vais vous dire, ça marche. Parce que le lobbying anti-climat n'a jamais été aussi intensif que pendant cette COP. Et d'ailleurs, même avant la COP, il y avait eu plusieurs révélations sur une fuite de 32 000 documents qui a été destinée au GIEC, donc aux Nations Unies, qui qui font le rapport tous les 2 ans sur l'état du changement climatique. Et puis on voit comment ils arrivent à sensibiliser un certain nombre d'États, comme l'Arabie Saoudite, l'Argentine et bien d'autres. Mais ça ne s'arrête pas là. En réalité, ces lobbies, ils sont en train de transformer cette COP ce serait plus une COP, mais Conference of Polluters. C'est la manière dont on pourrait l'appeler, la conférence de ceux qui polluent, puisque d'avis des ONG, les lobbies n'ont jamais été aussi présents dans l'architecture, dans l'organisation et dans le sponsoring de la COP. Alors dans les allées de la COP, on a trouvé le pavillon de la France. Un petit indice, ce n'est pas écrit en français. Make our planet great again, vous avez sûrement reconnu. Make our planet great again. Ici, Emmanuel Macron s'est présenté en donneur de leçons. Il a exhorté les grands pollueurs au niveau international, les États les plus pollueurs, à faire des efforts, peut-être en oubliant qu'il faisait partie lui-même, la France, des États les plus pollueurs à l'échelon international, et quelques jours après, à peine d'ailleurs, après avoir été condamné pour inaction climatique au sein même de son pays. La France, il fallait le faire. Et d'ailleurs, la France n'en est pas assez renoncement près, puisque si l'on prend l'accord de Paris, la France depuis 2021 n'a réduit ses émissions que de 1% par an, alors qu'il faudrait en réalité, selon l'ONU, une baisse qui serait 7 fois plus importante pour respecter les accords de Paris. Alors notre champion du climat, si on voulait faire un bilan un peu plus complet, on pourrait aussi parler des financements à l'échelon international, puisque 85% des financements de la France au niveau international pour soutenir notamment les États à faire la transition climatique sont en réalité des prêts plutôt que des subventions, ce qui est une certaine forme de solidarité, on en conviendra. Et dans le même temps où la France manquait à l'appel ici des États qui s'engageaient à ne plus financer les énergies fossiles à l'échelon international, eh bien on a appris, grâce à une fuite dans la presse, que la France en réalité menait une coalition au niveau européen pour inclure dans ce qu'on appelle la taxonomie, donc ce qui est reconnu comme énergie verte, énergie non polluante, eh bien le gaz et le nucléaire, en s'alliant pour cela avec notamment la Hongrie de Viktor Orban et un certain nombre d'autres États d'Europe de l'Est. Ça, c'est pour le bilan au niveau international, mais on peut faire aussi le bilan au niveau national, puisque notre chef de l'État a donné des leçons ici à la COP. En France, c'est un renoncement sur la loi climat, les 150 propositions de la Convention citoyenne, où à la fin il en reste moins de 10%. C'est aussi la poursuite d'un certain nombre de projets d'hydrocarbures, 18 en l'espèce, et puis la continuité du financement de projets pétroliers jusqu'en
2025 et gazier jusqu'en 2035. Bref, vous voyez qu'à l'échelon national, il est difficile de pouvoir venir ici faire des leçons à l'échelon international. Et puis enfin, se pose la question en filigrane des accords de libre-échange qui ne sont pas mentionnés ici dans les négociations, mais qui pèsent dans ce grand déménagement du monde avec l'impact climatique que l'on connaît quand les produits font 3 fois le tour de la planète. Emmanuel Macron, c'est aussi celui qui a accepté l'accord de libre-échange avec le Vietnam et qui n'est toujours pas clair sur l'accord avec le Mercosur, dont on sait qu'il aura un impact terrible, notamment sur la déforestation en Amazonie. Bref, Make a Planet Great Again, ici à la COP, c'est le blabla qu'il a été Great Again. Alors, qu'est-ce qu'on est venu me faire à cette COP, vous allez me dire? Eh bien, justement, raconter une autre histoire que cette parodie de diplomatie internationale où les grands de ce monde viennent tenir des discours climatiques sans lendemain et sans engagement politique. On est venu ici avec une délégation conséquente de la France Insoumise, Manuel Bompard, mon collègue eurodéputé, et puis Daniel Obono et Michel Larive de l'Assemblée nationale, pour défendre une véritable alternative. D'abord, dire que l'exercice diplomatique des COP a atteint depuis ces dernières années des limites puisque plus personne ne respecte les engagements qui ont été pris. Et il s'agit de remettre du droit contraignant. Il s'agit de remettre de la sanction vis-à-vis des États qui ne respectent pas leurs engagements. Et je vous l'ai dit, c'est le cas de la quasi-totalité des États au niveau international. Et donc c'est pour ça que nous nous battons à la fois pour une dimension contraignante du droit. Vous avez peut-être vu cet appel de Jean-Luc Mélenchon dans Libération, mais on se bat aussi pour un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, qui sont responsables d'une grande partie des émissions de CO2 au niveau international. Et nous soutenons cette initiative lancée par des ONG pour mettre un terme aux énergies fossiles. Ça, c'est pour les énergies fossiles, mais évidemment, se pose aussi la question plus généralement des financements. Comment on finance la transition et vers quoi cela est fléché. Et quand on regarde dans le détail, on voit que la France, mais ce n'est pas les seuls, continue à financer, en particulier à l'international, des énergies fossiles. Non seulement il faut arrêter le financement des énergies fossiles, mais il faut se donner les moyens financiers de la transition écologique. Parce que oui, ça coûte de l'argent, mais oui, on en a les moyens. Et c'est le message principal qu'on voulait faire passer ici. Ce n'est pas aux États qui subissent déjà la montée des eaux, comme à Tuvalu, de payer le coût du changement climatique. Ce n'est pas aux plus pauvres de payer le coût du changement climatique, mais bien à ceux qui en sont directement responsables. Et en la matière, les 10% les plus riches sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre au niveau international. Et c'est donc bien à eux de payer la note. Et d'ailleurs, quand on regarde en comparaison, les 50% les plus pauvres, eux, ne sont responsables que de 12% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, même la trajectoire est inquiétante de ce point de vue-là, puisque depuis une trentaine d'années, les émissions de gaz à effet de serre des plus pauvres a plutôt tendance à stagner, voire à diminuer selon certains États, alors que celle des riches est exponentielle, celle de notre fameux copain par exemple Jeff Bezos, qui est venu ici en jet privé polluant au passage la planète. Donc la question des financements est centrale, et en particulier de qui doit payer la transition écologique. Et notre fameux slogan « Taxer les riches », il est aussi pertinent d'un point de vue de la transition écologique. Et c'est pour ça qu'on parle d'écologie populaire, pour celles et ceux qui en payent le prix, soit celles et ceux qui finalement soient aidés directement, et que ceux à qui on demande un effort soient les plus riches qui polluent déjà largement. Et enfin, on ne va pas se mentir. Évidemment, c'est important le cadre international. Évidemment, il faut, pour opérer la bifurcation, qu'il y ait un maximum d'États. Mais on ne va pas se mentir. Si on veut changer véritablement les choses, ça doit aussi commencer à l'échelle d'un État pour changer complètement de logique, pour impulser une alternative aux racines du problème, qui est le capitalisme financier productiviste. Et donc, parmi les propositions qu'on porte, et c'est celles qui seront au cœur aussi de la campagne de 2022, il y a d'arrêter les logiques du marché, celles dont par exemple l'Union européenne est si fan, qui veut étendre le marché carbone au niveau européen, et donc une nouvelle fois faire payer la note aux plus pauvres. Bon, il faut aussi planifier, organiser, c'est le rôle des États pour organiser la transition, la formation, parce qu'il y aura des emplois dans la transition écologique, encore faut-il que l'État l'organise. Et puis, sortir aussi les biens communs de la concurrence, et c'est lié à ce que je disais du marché, les transports publics, l'énergie, qui doivent être des biens communs auxquels nous avons tous accès, non seulement
parce que c'est plus juste socialement, mais aussi parce que ça a un impact moindre sur la planète. Voilà en quelques mots les propositions que nous sommes venus porter ici à la COP, qui résonnent aussi à celles qui sont portées par la société civile, à celles qui sont portées par les mobilisations qui étaient très fortes partout dans le monde, mais particulièrement ici à Glasgow, avec en pratique plus de 150 000 personnes qui ont défilé. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est à quel point les messages, en particulier des jeunes, était radical. Et c'est l'écart entre l'attente et la forme de radicalité dans les messages politiques de la manifestation et ce qui se passe ici à Glasgow qui est extrêmement frappant. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a un devoir de transformer ces mobilisations sociales en mobilisations politiques et en propositions politiques. Et c'est bien celle que nous comptons mettre au cœur de la campagne pour l'année 2022. C'est la fin de ce 72e épisode de Le Bruit qui court. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Désolée pour les conditions un peu exceptionnelles de tournage, de lumière, de son. Évidemment, on a voulu vous emmener un peu dans les coulisses de la COP, donc c'était pas idéal, mais j'espère que c'était quand même facile et agréable à suivre. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à la page YouTube si vous passez par là pour la première fois. Moi, la conclusion que je tire de cette COP, c'est que peut-être que plus que jamais, on a assisté à une opération de grand blabla qui démontre les limites de l'exercice de la diplomatie internationale. Alors de tout ça, on pourrait ressortir avec une forme de résignation. Évidemment que sauver la planète sera compliqué avec 190 États qui se rejettent tous la responsabilité les uns vis-à-vis des autres. Par contre, je suis convaincue que l'on a les solutions, que l'on connaît les solutions et qu'il s'agit aussi de montrer la voie de courage politique, ce dont ne font pas preuve la plupart des dirigeants ici. Et je ne pense pas qu'on va convaincre un Boris Johnson, un Bolsonaro ou un Emmanuel Macron et que l'enjeu, c'est véritablement de leur prendre leur place et mettre à leur place des écologistes convaincus qui veulent radicalement changer le système et non pas radicalement changer le climat comme ceux qui nous gouvernent sont actuellement en train de le faire. Voilà en quelques mots ici la COP 26. On va retourner dans les semaines qui viennent à Bruxelles puis à Strasbourg pour aussi faire un suivi notamment de ce dont je vous ai parlé, de notre petit copain Emmanuel Macron qui au niveau européen essaie de faire reconnaître le gaz comme une énergie propre. Comptez sur nous pour le poursuivre où qu'il soit et puis en avant on espère que vous continuerez vous aussi le combat pour la justice climatique. Fuel sentimental, on a soif de gasoil, on en achète pour 100 balles, 100 mal, au compte du centre commercial. Fuel sentimental, le samplon c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. On nous explique transition écologique quand on remplit les barils